Des enseignants du lycée de Ouakam ont été convoqués à la brigade de la localité ce vendredi pour soutenir leurs collègues. Les responsables des syndicats de l'enseignement ont fait le déplacement. Les élèves non plus ne sont pas en reste. Mansour Sow. Ils ont fait le pied de grue jusque devant la brigade de gendarmerie de Ouakam. Leur présence se justifie par des convocations reçues par certains de leurs collègues. La goutte d'eau de trop pour ces syndicalistes qui crient à l'intimidation. Hier, nous avons reçu des coups de fil et des SMS envoyés par le commandant de la brigade de Ouakam, la brigade de gendarmerie, nous demandant de passer à la brigade pour affaires nous concernant. Évidemment, nous avons pu deviner un peu la raison de cette convocation parce qu'il s'est rendu le matin au lycée pour remettre des réquisitions. Du moment que nous étions en grève, nous n'étions pas sur les lieux. Il a pris nos coordonnées auprès de le proviseur et ensuite il a appelé certains camarades, à d'autres il a envoyé des SMS. En soi, nous avons un peu douté ou en tout cas eu des réserves par rapport à la forme parce qu'il n'y avait pas de jour indiqué, encore moins d'heures. Mais nous nous sommes dit, eu égard au rang du commandant et vu le respect que nous lui vouons et que nous sommes des agents de l'État, des intellectuels responsables, nous avons dit nous allons déférer à la convocation. La place de l'enseignement n'est pas dans une caserne ou dans une gendarmerie ou dans un commissariat de police. Notre place se trouve dans les salles de classe. Non content de ne pas respecter ses engagements souscrits devant la nation, le peuple et les parents d'élèves. Je rappelle que le gouvernement avait théorisé le concept d'accord réaliste et réalisable. Ils ont signé, la signature d'un ministre est sacrée. Non seulement ils n'ont pas respecté ces accords, mais aujourd'hui, ils ont violé la Constitution. Si l'on se fie aux déclarations des uns et des autres, la bataille ne fait que commencer. Ces syndicalistes de l'enseignement comptent ainsi durcir le ton jusqu'à obtention gain de cause. On a entendu l'autorité dire oui, ils sont à peine 5000, il y en a qui courent parce qu'on l'a servi. Donc pour eux, nous sommes si peu nombreux que nous ne représentons rien à leurs yeux. Si c'est comme ça qu'ils raisonnent, au lieu de chercher des solutions, ils se trompent. Aujourd'hui, ceux qui sont en train de se battre sont suffisamment nombreux pour faire entendre la voix des enseignants et déplorer la forfaiture dont nous sommes victimes aujourd'hui. Coincés entre le marteau des grèves cycliques et l'enclume d'examen qui se profile à l'horizon, ces potaches ne savent plus à quel sens se vouer. On est à un mois moins du bac. On doit faire le bac, on doit préparer notre examen. En ce moment, notre année est perturbée. Depuis ce matin, on n'a pas fait cours. On est venu sans les professeurs, parce qu'on a su que les professeurs étaient ici. Raison pour laquelle nous sommes venus ici, pour les soutenir. Non seulement pour les soutenir, mais aussi pour montrer notre colère. Le gouvernement du Sénégal, par la voix du ministre de l'Éducation nationale, a décidé d'envoyer des réquisitions aux enseignants grévistes. Objectif, les obliger à communiquer les notes aux élèves et à l'administration, mais aussi à participer à la tenue des conseils de classe. Décision qui, semble-t-il, est tombée dans l'oreille d'un sourd. Les syndicalistes comptent renforcer la mobilisation pour mener la lutte jusqu'au bout. À l'approche des anticipés de philosophie, des élèves nous livrent leur état d'esprit du moment. Ils se sentent frustrés car le programme n'a pas été bien suivi et les professeurs bâclent les cours selon eux. Ces élèves victimes des grèves cette année restent sceptiques quant à l'issue des épreuves de philosophie. Ababakar Sadir Top. Un programme non acheminé, des leçons bâclées, aucun exercice d'entraînement. C'est ce que vivent les élèves candidats du bac à quelques jours des anticipés de philosophie. Leur désolation est grande, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Le programme de philo n'a pas été encore acheminé. Bientôt c'est l'anticipé philo et il nous reste encore des leçons à faire, quoi. On n'a pas fait le langage, l'épistémologie, la liberté, l'État. En quelque sorte, les profs nous gavent avec, ou bien nous balancent des polycopes. Cette situation ahurissante est simplement due au bras de fer entre l'État et les enseignants. Les élèves, principales victimes, n'ont que leurs yeux pour observer les catastrophes qui s'abattent sur eux. Je condamne et le gouvernement et les professeurs. Il y a des choses que nous n'avons pas fait. Déjà parce que les professeurs sont en grève et tout ça, bon, nous avons peur. Mais bon, de nos sœurs et de nos oncles, bon, on peut dire que oui. Non, le prof ne donne pas de sujet. Donc si toi tu veux t'exercer, c'est à toi d'aller chercher des sujets et de les traiter. Si tu veux, tu donnes à un prof pour qu'il te corrige ça. Ou bien si tu as un camarade qui est assez fort en philosophie, pour qu'il t'aide.
Les anticipés de philosophie qui doivent avoir lieu le 8 prochain laissent les élèves perplexes. De nombreux termes restent non expliqués et nébuleux dans leur conscience au moment où la philosophie est reconnue comme une activité qui demande beaucoup de réflexion. Le grand cadre exige le réaménagement du calendrier des examens. C'est pour permettre aux élèves de mieux se préparer. Selon les camarades de Mamadou Lamine Djanté, l'heure est à la satisfaction des accords signés par le gouvernement. Le secrétaire général du grand cadre réagit ici au micro de Mansour Sow. Les examens, je crois que la meilleure chose à faire pour les élèves, pour un gouvernement responsable, c'est de d'abord régler les problèmes des enseignants et de l'école. Procéder impérativement à un réaménagement du calendrier scolaire. Sans quoi, on veut sacrifier les élèves. Dans ces conditions-là, il n'y a pas possibilité d'aller vers les examens. Nous sommes dans des organisations démocratiques. Aujourd'hui, ce n'est pas nous qui donnons un mot d'ordre. C'est la base qui nous donne un mot d'ordre. Le mot d'ordre de la base, c'est continuer la lutte. Lancement ce vendredi de la stratégie de régularisation des élèves non déclarés à l'état civil. Le ministère de la Gouvernance locale veut, à travers le projet d'appui à la modernisation de l'état civil, permettre à plus de 48 000 élèves des classes de CM2 d'avoir leur acte de naissance. Ce projet entre ainsi dans sa seconde phase. Il a déjà permis à plus de 18 000 élèves du cycle élémentaire d'avoir leur papier. Mansour Sow pour plus de détails. L'acte d'état civil consacre un droit inaliénable à l'individu. Il confère à l'enfant des droits à la protection, à l'éducation et à la nationalité. Cependant, force est de constater qu'au Sénégal, toutes les naissances ne sont pas déclarées par les parents dans les délais requis. Nous avons constaté que beaucoup d'élèves ratent leur système scolaire parce que simplement ils n'ont pas été déclarés. Aujourd'hui, l'État a une responsabilité importante, accompagnée par les partenaires au développement que sont l'UNICEF et l'Union européenne, pour permettre à ce que tous les enfants du Sénégal puissent être déclarés. On note que dans certaines régions, comme le Kaffrine, l'enregistrement à l'état civil, c'est à peu près 42%, tandis qu'au niveau global, selon les données de 2014, national, c'est au-delà de 70%. Donc il faut d'abord essayer d'avoir les évidences sur vraiment les réalités, voir les disparités. C'est fort de ce constat que l'État du Sénégal, grâce au financement de l'Union européenne, a mis sur pied le projet d'appui à la modernisation de l'État civil. Rien qu'en 2015, le gouvernement a régularisé plus de 18 615 élèves du cycle élémentaire dans les départements de Rufisque, Guédiawaye, Kolda et Nioro-du-Rip. L'informatisation systématique de tous les centres d'état civil au Sénégal est notre objectif in fine. Et quand on arrivera à cette informatisation systématique, je crois que ce sera une qualité de service supplémentaire pour les usagers, mais aussi une maîtrise de l'information à la base qui impactera dans la qualité des statistiques du pays. Pour nous, c'est le registre état civil, ça donne des droits fondamentaux à la population pour participer à la société. Ça donne accès à l'éducation, ça donne accès à la carte d'identité, ça donne accès aux élections, ça donne accès à beaucoup de droits que la population a. Et comme ça, c'est registre état civil, que ça fonctionne bien, efficace, c'est important pour la gouvernance, pour la démocratie, pour l'émergence du Sénégal. Selon le rapport 2012-2013 de l'enquête démographique et santé de l'ANSD, seuls 3 enfants sur 4 de moins de 5 ans sont déclarés à l'état civil au Sénégal. Situation qui inquiète au plus haut niveau les autorités. À travers le projet d'appui à la modernisation de l'état civil, le gouvernement ambitionne de régulariser plus de 48 653 élèves en classe de CM2 au courant de cette année. Quel cas de figure relatif au principe du droit pour une libération de Karim Wade? Plusieurs possibilités pourraient s'offrir à l'ancien ministre s'il devait recouvrer la liberté dans les jours à venir. La grâce présidentielle, l'amnistie, la liberté conditionnelle ou même la remise de peine ne lui sont pas exempts, relèvent des praticiens du droit. Ils ont détaillé les avantages et inconvénients qui peuvent découler de chacune de ces mesures. El Haj Moussabey.
La libération de Karim Wade reste une probabilité, même si celle-ci devrait advenir d'ici la fin de l'année, comme soutenu par le président Macky Sall. Aujourd'hui, l'on s'interroge sur les possibilités qui lui sont offertes pour recouvrer la liberté. Ce conseiller juridique et avocat à la Cour nous décline les différents cas de figure possibles. Ces possibilités sont la grâce présidentielle. Ces possibilités sont la libération conditionnelle. Ces possibilités sont la commutation de peine, on va dire la remise partielle de peine. Ces possibilités sont l'amnistie. Mais que pourrait-il en découler, maître, si le concerné bénéficie d'une grâce présidentielle ou d'une amnistie? Si Karim Wade est gracié, ça lui permet de sortir de prison. Mais sa condamnation financière subsiste. Il va être libre, mais ruiné. Deuxième chose, c'est l'amnistie. Aujourd'hui, quand vous faites une loi d'amnistie, vous l'amenez à l'Assemblée, les gens vont crier au deal. Et ça commence déjà. L'amnistie relève donc de la compétence exclusive du Parlement, soutient ce praticien du droit. Mais quid de la libération conditionnelle? C'est l'application d'une bonne politique criminelle. Si on se rend nettement compte que le prévenu a entre-temps changé, donc la loi permet à ce prévenu-là de bénéficier d'une libération conditionnelle. Donc c'est des enjeux, c'est dans un contexte. C'est le souci de législateur, l'idée c'est de faire appliquer une bonne politique pénale. La liberté conditionnelle relève donc du juge de l'aménagement des peines. Elle n'est pas exempte à l'ancien ministre condamné à 6 ans d'emprisonnement par la CREI. Il pourrait même bénéficier d'autres cas de figure comme la grâce partielle ou remise de peine, selon ses conseils. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a bouclé une visite de travail de 3 jours dans la région de Ziguinchor. Il a procédé entre autres au lancement du projet d'assainissement de la ville du Sud. Mansour Faye a parcouru les 3 départements de la région. Mambinta Diatta, la correspondance. Au Sénégal, certaines espèces animales comme les lions, les éléphants et les autruches sont en voie de disparition. Fort de ce constat, le ministère de l'Environnement a décidé de renforcer son système de sensibilisation. Comme vous le savez, on a le parc animalier et le parc zoologique de Anne. Il y a la forêt classée de Mbao, il y a la forêt classée de Séborotan. Donc il y a aussi le village des tortues. Pratiquement, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont en déclin, notamment le lion. Les éléphants, on ne retrouve qu'au Nikolo. Donc il n'y en a plus, presque peut-être même nos pères et nos grands-pères n'ont pas vu d'éléphants à Dakar. Donc c'est vraiment de préserver ce patrimoine-là. Ce CRD de sensibilisation sur le commerce illégal des espèces animales et sur les forêts est aussi une plateforme d'échange et d'éveil des consciences sur le patrimoine animalier. D'échanger avec les différents acteurs pour les sensibiliser, faire un réveil de conscience de la nécessité de tout un chacun de s'engager en faveur du développement durable. Et qui parle de développement durable parle de la préservation des espèces, des écosystèmes et des milieux récepteurs. Parce que sans une bonne qualité de l'air, on ne vit pas. Sans les espèces, il n'y a pas une reconstitution donc, du patrimoine forestier, du patrimoine animalier. Et tout ça, c'est une chaîne. Ainsi donc, le ministère de l'Environnement, en partenariat avec la gouvernance de Dakar, va célébrer la 44e édition de la Journée mondiale de l'environnement ce dimanche. Le thème retenu est tolérance zéro pour le commerce illégal des espèces sauvages. Vous l'avez compris, c'était bien sûr un compte-rendu d'Aïssatou Diop-Tal en prélude à la Journée mondiale de l'environnement qui sera célébrée le 5 juin prochain. Pour cette année, donc, le thème retenu, c'est tolérance zéro pour le commerce illégal des espèces sauvages. Et puis, je vous le disais tantôt, bien sûr, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a bouclé une visite de travail de 3 jours dans la région de Ziguinchor. Il a procédé, entre autres, au lancement du projet d'assainissement de la ville du Sud. Plus de détails avec Mambinta Diatta. Cette visite a commencé par la pose de la première pierre du projet d'assainissement de la ville de Ziguinchor, un projet estimé à plus de 4 milliards de francs CFA et qui va s'étaler jusqu'en 2025. L'objectif est d'améliorer le cadre de vie des populations de Ziguinchor. D'un coût d'environ de 4 milliards 200 de francs CFA, ce projet va permettre la réalisation de 22 km de réseau d'assainissement collectif d'eau usée, 1860 branchements à l'égout, une station de pompage, une station d'épuration. Aussi, je voudrais vivement, au nom du chef de l'État, son Excellence le président Macky Sall et à mon nom propre, remercier la Banque africaine de développement pour son soutien constant
au secteur de l'eau et de l'assainissement. C'est la première phase aujourd'hui qui va concerner principalement les quartiers de Bukono, de Santiago, d'Escale et de Boudoli. Il faut que les autres soient patients, ce n'est que le début. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a ensuite procédé à l'inauguration du nouveau château d'eau de Ziguinchor, le plus grand en Afrique de l'Ouest. Cette réalisation vient juguler au manque d'eau qui a toujours caractérisé cette région. Les autorités locales ont plaidé pour que ce château soit vite mis au service des populations. Il permet de relever le défi de l'accès, mais également de la qualité. La réalisation de la station de traitement a permis d'améliorer de façon significative la qualité de l'eau qui auparavant dégageait une certaine odeur accentuée par la forte teneur en gaz et en fer. Maintenant, monsieur le ministre, il reste juste à ce que cette eau qui est produite et stockée puisse être distribuée aux populations. Au nom de ces populations, je voudrais dire et suggérer à votre dynamique équipe de Ziguinchor de tout faire pour que les 2000 branchements sociaux qui sont prévus dans le cadre de ce programme puissent être réalisés le plus rapidement possible. Après l'étape de Ziguinchor, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est ensuite rendu dans le département de Bignona, Oussouye, est la dernière étape de cette tournée de 3 jours. Le delta du fleuve Sénégal se positionne pour tirer la riziculture vers l'autosuffisance et cela dès l'année prochaine. Un espace agro-business se chargera de capter 24 milliards de francs CFA pour enrayer le chômage des jeunes. Ce sont là les objectifs de la seconde phase des journées de promotion du riz. Un reportage signé Gambidiagne. Cette seconde édition est selon Samba Kanté, directeur général de la SAED, signe de la bonne santé de la culture rizicole vers l'autosuffisance en riz d'ici 1 an. L'année dernière, quand il le faisait, c'était pour fêter pratiquement une contre-saison exceptionnelle de 36 000 hectares. Aujourd'hui, il revient là-dessus, nous avons 44 000 hectares. Je crois que ce contexte-là est très encourageant. Et c'est pourquoi j'ai dit, encore une fois, tous les acteurs doivent remercier, prier pour que la commune de Ross Béthio vive encore et que son leader se bonifie chaque année. À l'issue de la première édition des journées de promotion du riz de l'année dernière, le delta du fleuve Sénégal a enregistré une ruée vers l'or blanc. Selon Amadou Bekay Diop, initiateur de cette rencontre, un espace agro-business de 50 hectares va installer 38 projets de 24 milliards de francs CFA. Nous avons présenté un espace d'agro-business d'à peu près 50 hectares où nous installerons à peu près 38 projets. Ces 38 projets vont créer plus de 1000 emplois. L'investissement pour ces 38 projets tourne autour de 24 milliards. Le maire de Ross Béthio demande par conséquent l'aménagement supplémentaire de 1000 hectares pour résorber davantage le chômage des jeunes et des femmes de sa localité. Au Sénégal, les albinos sont souvent victimes de marginalisation et de discrimination. Ils font face à d'énormes difficultés, notamment côté santé. Pour protéger leur peau, ils doivent s'enduire d'une crème solaire qui coûte assez cher. L'association des albinos du Sénégal a tenu une journée d'information en prélude à la journée mondiale de l'albinisme. Ndeye Fatim Lo. L'albinisme est une infection génétique qui touche la production de mélanine, une substance dans la peau et les yeux qui permet de donner la couleur. Les albinos vivant en Afrique sont confrontés à d'énormes difficultés à cause du soleil. Pour éviter les taches, il leur faut une crème solaire qui coûte très cher. Cette crème est inaccessible parce que c'est excessivement cher. Si vous allez dans les pharmacies, le petit flacon qui peut faire 2 jours avec un albinos peut coûter au-delà de 16 000 francs. Le petit flacon, 2 jours je dis. Donc je dis que pour 1 mois, vous allez voir le budget, c'est plus de 50 000. Et pour l'année, on peut dire 500 à 1 million. Stigmatisés, la plupart du temps, les albinos n'ont pas accès à une éducation ni à une formation. Les plus chanceux qui ont leur diplôme en main n'ont pas accès à un travail décent. Nous avons toute une multitude de dossiers d'albinos diplômés, comme moi, qui n'ont pas un emploi décent ou qui cherchent un emploi. Aujourd'hui, si vous allez dans le répertoire de la fonction publique, vous allez voir qu'il n'y a que 2 albinos. Moi, un contractuel,
et un qui est à Tamba. Ils n'ont pas accès à l'emploi. Les profils qui sont alloués au quota ne sont pas favorables aux albinos. Leurs os, leurs cheveux, leurs organes, entre autres, sont très prisés pour des pratiques mystiques. Au Sénégal, ce que nous déplorons, c'est des agressions. Il y a les gens qui sont malades qui cherchent des albinos pour les infecter, parce qu'un albinos ne peut pas guérir quelqu'un du sida. Il y a des gens aussi, au-delà de leur maladie, cherchent des albinos, donc que ce soit du côté des hommes et des femmes. Pourquoi? Parce que c'est soi-disant des recommandations des féticheurs, des étrangers qui viennent au Sénégal pour prendre des albinos, donc les tuer et vendre leurs organes. L'albinisme est une maladie méconnue des Sénégalais. La journée mondiale de l'albinos qui va être célébrée le 13 juin prochain est inscrite sous le thème « Un autre regard sur l'albinisme dans un pays émergent » afin de mieux sensibiliser la population pour mettre fin à la discrimination des albinos dans la société. Les cas de divorce ne cessent d'augmenter au Sénégal. L'incompatibilité d'humeur est le motif le plus souvent avancé par les couples qui souhaitent divorcer. Cette pratique est bannie par le christianisme et du côté de l'islam, même si le divorce est autorisé, il n'est pas du tout recommandé. Les procédures judiciaires ne sont pas de tout repos. Un dossier signé Abigail. Le divorce est devenu un phénomène de mode. L'un des motifs les plus récurrents est l'incompatibilité d'humeur. Les causes de divorce sont nombreuses. Elles sont spécifiées par les dispositions même pertinentes du Code de la famille, notamment l'adultère d'un des époux, le défaut d'entretien par exemple, l'incompatibilité d'humeur qui est la cause la plus répandue, les injures graves. Donc c'est une liste que pose le Code de la famille et la liste n'est pas exhaustive. C'est un peu difficile sur ces situations, surtout au cas où il y a une famille qui s'est produite là-dedans. Bon, il faut qu'on essaye de comprendre. C'est pas facile du tout. Vraiment, c'est pas facile. Légui fiñ tollu ni dafa bëri ay sey ñaari weer 6 mois 1 an ñu ñaan dal Yalla musal ci xalé yu. Autorisé par l'islam, le divorce est banni par le christianisme. Toutefois, les juristes avancent que nul ne peut retenir quelqu'un à rester dans les liens du mariage. Dans la religion catholique, le mariage célébré qui est reconnu par l'Église catholique, c'est le mariage qui est célébré devant le témoin qualifié de l'Église qui est le prêtre ou le diacre, et devant 2 témoins. Et ce mariage est dit mariage religieux. Et en cas de mariage religieux, en réalité, dans l'Église catholique, si le mariage est célébré dans les conditions qui sont prescrites par le droit de l'Église, célébré de manière valide, il n'y a plus de divorce. Il n'y a pas de cas de divorce parce que cela, nous le fondons sur justement la parole de Dieu, la parole du Seigneur qui a donné justement cette occasion à l'homme et à la femme de pouvoir tous deux ne faire qu'une seule chair à partir du moment où ils ont choisi de vivre ensemble. Le divorce n'est pas banni par la religion musulmane. C'est un acte autorisé aussi bien pour l'homme que pour la femme. La demande de divorce peut venir de la femme, mais l'homme aussi peut prendre la décision de divorcer une femme. Donc, des deux côtés, c'est possible. Mais Dieu a dit dans le Coran, craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez, et évitez de rompre les liens du sang. Donc, personne ne peut obliger personne à rester dans le cadre d'un lien matrimonial, c'est-à-dire dans le cadre d'un mariage. Si l'un des époux décide de mettre un terme à ce mariage-là, le juge est obligé d'accueillir la demande, maintenant à charge pour l'époux récalcitrant ou l'épouse récalcitrante de supporter éventuellement des condamnations. Mais dans tous les cas, quand on veut sortir d'un mariage, personne ne peut vous arrêter et le juge ne peut pas vous dire d'être obligé de rester dans le cadre de ce mariage-là. Le mariage est sacré dans la religion et dans la société, raison pour laquelle une phase de conciliation est obligatoire avant toute procédure de divorce. jigéen bi soo ko divorcé itam doo ko divorcé rek dàq ko ndax dafa am idda te idda boobu noonu da nga ko war a respecté ko divorcé ba pare bàyyi ko may ko ñetti weer yoo xam ne da nga koy waajal mu doog a dem dañuy wax ne ñett mbaaxu jigéen maanaam ñetti règle yoo xam ne gis na ko loolu mooy maanaam ñetti weer waaye yooyu yëpp nag nit ñi respecté wuñ ko léegi da ngay fase rek bàyyi mu dem te loolu liñ ci jubla woon mooy diire idda bi juboo mën na ci am
S'il y a des cas d'incompatibilité ou s'il y a même parfois des menaces sur la personne qui est engagée dans un mariage, il y a évidemment ce qu'on peut appeler une séparation de corps qui n'a rien à voir avec le divorce. Les personnes ou les conjoints peuvent vivre sous le même toit en attendant que l'on puisse faire des médiations, en attendant que l'on puisse prier, en attendant que l'on puisse espérer vraiment que cette démarche qui est entamée puisse aboutir à une réconciliation donc des couples qui se sont donc engagés à un moment donné ou l'autre de leur histoire dans des situations de conflit. Et en ce moment-là, l'Église fait tout son possible pour aider ces couples-là à revenir sur cette situation et cette décision, à l'affronter, j'allais dire, avec beaucoup de foi et beaucoup de sang-froid, pour pouvoir tout simplement revenir à de meilleurs sentiments. Il y a ce qu'on appelle la phase de conciliation obligatoire. Dans tous les cas de figure, le juge est obligé, compte tenu des dispositions constitutionnelles, comme je vous l'ai dit, et en tant que juge de paix, parce que c'est le juge de paix qui se charge de la dissolution du mariage ou des questions matrimoniales. Lorsque ce juge de paix est saisi, il lui appartient, en vertu même de la loi, c'est une obligation qui pèse sur lui, d'essayer de concilier les parties. Toutefois, la procédure de divorce constitue toujours une polémique dans la société. Dès l'instant que l'homme prononce, dès l'instant qu'il se prononce, qu'il dit « j'ai divorcé ma femme », c'est fini. Donc le divorce devient effectif. Maintenant, il est mieux de consulter ceux qui étaient partis donc à la mosquée, et ce n'est pas obligatoirement ces gens seulement. Donc n'importe qui peut témoigner. L'essentiel est qu'il soit un homme responsable. Et le divorce peut être un acte verbal prononcé devant la femme, mais aussi on peut le faire même par une lettre écrite ou bien par téléphone. Que seul le juge peut prononcer le divorce. On vous dit que le mariage peut être coutumier, mais le divorce est nécessairement judiciaire. Si le juge maintenant n'arrive pas à prononcer ce divorce et que l'un des époux et l'épouse et l'outrecuidance, la dame, de se remarier, elle aura commis un délit de bigamie. Les 2/3 des mariages au Sénégal se soldent par un divorce, l'incompatibilité d'humeur, l'adultère, les propos injurieux, autant de facteurs qui font que les unions ne durent que le temps d'une rose, selon les